Baptiste, enchanté, ça va? Enchanté, ouais, ça va, ça fait plaisir d'être là. Baptiste, du coup, si tu peux te présenter après, comme ça, on va pouvoir parler, etc. Donc, ce que tu fais, qui tu es, en fait, finalement, quoi. Et bah pour faire simple, je suis étudiant, donc j'étudie en droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en distanciel. J'ai été formé pendant près de 6 ans à l'Olympique Lyonnais, donc j'ai fait du foot. J'entraîne des petits aussi, qui ont moins de 9 ans. Et puis à côté, je suis totalement passionné de littérature, donc j'écris beaucoup. J'écris aussi un peu des articles de journaux, j'ai publié un article chez Euronews. Et là, j'ai développé aussi mon propre média culturel en 2023 pour vraiment être dans cette perspective de transmission pour la littérature et la culture en général. Je trouve que c'est quelque chose d'important, donc ça me résume bien, sport, culture, littérature, voilà. T'es très accroché à l'art, quoi, du moins, parce que pour moi, je pense que l'art, la littérature, c'est de l'art. Ouais, bah oui, c'est clairement de l'art, mais c'est la culture en général qui me parle vraiment. Et je trouve que c'est quelque chose qui occupe une place importante dans ma vie, et j'essaye à moindre mesure d'offrir aux autres l'opportunité de découvrir pour ceux qui l'ont pas découvert, et l'opportunité de creuser pour ceux qui sont dedans, en fait. C'est bien, enfin, je trouve ça cool, je trouve ça entraînant, ce côté un peu de transmission finalement, et pas de se dire non, c'est juste pour moi, je veux justement développer cet aspect culturel, mais aussi la gestion de transmettre. Ça, par exemple, on le revoit avec quand t'entraînes les petits finalement au foot, c'est un peu la même dynamique, quoi. Clairement. Et en termes de définition de bonheur, toi, parce que du coup aujourd'hui c'est le sujet sur lequel on va parler, toi, tu le définirais comment? C'est très dur à définir le bonheur. Honnêtement, c'est une question à laquelle c'est dur de répondre, mais comme tout le monde, je pense, je me pose ce genre de questions et je me dis, déjà, il y a plusieurs composantes, mais l'une des premières, je me dis que le bonheur, c'est quand les questions qu'on se pose, c'est celles qu'on a choisies. Mais dans le sens que souvent, quand on va être malheureux, c'est beaucoup de questions qui vont nous frapper, beaucoup d'incertitudes, des questions qui vont parasiter un peu notre quotidien. Et j'ai l'impression que le bonheur, c'est quand il y a cette forme de légèreté, en fait, qui est là. Et à ça, j'y ajouterais une notion aussi de lien à l'autre. Aimer et être aimé, pas que recevoir mais aussi donner, et enfin être quelqu'un de passionné. Quand il y a quelque chose qui nous anime au quotidien, qui nous permet de nous lever, vraiment de nous animer, et qu'en fait on est capable de dialoguer, de donner à l'autre, je pense que c'est ça aussi qui contribue au bonheur. Et il y a parfois des définitions, il y a par exemple Spinoza qui disait que le bonheur c'était un état de plénitude, de perfection en son être, donc là ça serait quelque chose de parfait. Moi j'ai pas cette définition vraiment du bonheur. Je pense que c'est quelque chose qui peut être parfois plus inconstant et qui s'inscrit vraiment dans les éléments que j'ai donnés, en fait, des éléments qui sont liés les uns avec les autres. C'est vraiment de te dire, donc cet aspect constant, donc c'est un peu comme toutes les émotions que ça traverse, et tu penses qu'on peut pas être heureux tous les jours, par exemple? Moi, je pense qu'il faut distinguer les moments de bonheur du bonheur plus durable, est-ce qu'on est heureux? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est un moment de bonheur? Ça, on le sent, ça frappe, c'est des émotions fortes. Complètement. Mais le bonheur en tant que tel, sur la durée, je pense que c'est quelque chose qui est plus profond, en fait. C'est un peu comme tout, on peut pas s'arrêter à une vision parfaite du bonheur, de se dire tout va bien tout le temps, et en tout cas si on cherche ce bonheur là, cette définition du bonheur, je pense qu'on le trouve jamais. On le trouve jamais. Ouais. Ok. Et est-ce que toi t'es heureux aujourd'hui ou pas? Si on prend ma définition du bonheur et de manière générale, est-ce que tous les éléments sont réunis? Je pense que je m'en rapproche, c'est-à-dire qu'au quotidien je fais des choses qui me plaisent, je me considère comme un être passionné, puisque aujourd'hui mon quotidien il se résume autour de écrire, de lire, de jouer aussi au foot, de transmettre ça aux autres. Donc, je suis dans cette perspective d'être passionné. J'ai un entourage formidable, que ce soit ma famille, mes amis. Et donc, ça contribue. Et après, est-ce que je me pose des questions que j'ai pas envie de me poser? Parfois, ça arrive. Donc, il y a peut-être ce petit côté qui est défaillant. Mais globalement, je suis heureux, et si on regarde ce bonheur dans la globalité, bien sûr. Ok. Donc oui, je suis heureux. Et en termes de... Là, tu parlais aussi de moments finalement qui étaient courts, enfin, pas forcément courts, mais il y a des moments de joie plus intenses, plus longs, etc. Est-ce que toi, t'as un élément, genre là, si je te parle de bonheur, un moment, ça te fait penser à quoi, là? J'entraînais mes petits il y a une dizaine de jours sur un petit tournoi. Et en fait, j'ai un petit qui pète un câble sur le terrain. Et donc là, je le sors. Et puis, j'aime bien le reprendre à l'ordre individuellement, mais aussi après, devant tout le monde, de parler, d'expliquer pourquoi c'est pas bien. Devant lui, je l'engueule quand il est seul, mais devant tout le monde, j'explique pourquoi. Pour que tout le monde comprenne, ça fasse une leçon. Et là, à ce moment-là, j'ai lu de la reconnaissance dans les yeux des enfants, parce que je dis oui, je suis peut-être des fois chiant avec vous. Non, tu l'es jamais, on t'adore. Et là, du coup, je me dis, ok, ce que j'ai fait depuis un an, l'investissement, ce que j'ai donné, c'est des moments de bonheur qui paraissent très simples. Et je pense que ça rejoint le fait de dire que le bonheur, finalement, c'est aussi peut-être dans les petites choses, dans des petites attentions, dans des petites remarques, des petits événements qui arrivent de manière inattendue. Du coup, tu disais, par exemple, dans les moments simples, donc tu parlais de lecture, et moi, c'est un truc, par exemple, j'arrive pas encore, du moins, à avoir ce type de bonheur-là,
c'est comment tu arrives à prendre du plaisir en lisant un livre. Franchement, c'est un professeur qui m'a vraiment éveillé à la littérature. En fait, quand j'étais petit, je lisais un peu, mais tu vois, de la science-fiction, typiquement Star Wars, des trucs comme ça. Et en fait, je suis arrivé en troisième et je suis tombé sur un professeur qui vraiment, il nous agrippait. Mais genre pas que moi, genre toute la classe, il nous faisait des cours vraiment d'une belle manière. Et moi, j'étais intéressé par ça et du coup, je me suis dit, bah c'est mon professeur, mais c'est avant tout un humain. Donc je vais aller discuter avec lui, je vais lui poser des questions, qui me conseille des livres. Qui m'orientent, parce qu'en fait j'avais besoin d'un mentor, parce que quand on voit tous les livres qu'il y a dans les bibliothèques, on a vite fait de se perdre. Donc je me suis dit bon, j'y vais, sorti d'un cours, je lui en ai parlé, et puis un jour il m'a ramené un livre et puis on s'est mis à en discuter, et puis après c'est venu tout seul. J'allais dans les librairies, j'achetais un peu tout et n'importe quoi, je comprenais rien à ce que je lisais au début, mais ça me procurait un plaisir étrange à chaque fois, avoir la satisfaction de finir un livre, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir une phrase qui me marque dans le livre. Franchement, j'ai lu beaucoup de livres et je peux pas dire que j'ai tout retenu, loin de là, vraiment. Franchement, il y a des livres, j'ai rien compris. Mais il y a toujours une page, une phrase qui me marque, et c'est ça que je trouve vraiment dans la littérature qui est beau. Donc il y a forcément le style qui va marquer, puis il y a l'histoire, et puis il y a aussi parfois avec des moments qu'on va vivre nous. Des fois, ça fait écho avec des moments de bonheur, des moments de tristesse qu'on peut connaître dans notre vie. Et donc c'est ça qui, je trouve, qui est beau dans la littérature et qui fait qu'aujourd'hui, au quotidien, je peux pas vivre sans, quoi. Mais t'as quoi comme émotion, par exemple t'es devant un livre, donc n'importe quel livre, quel type, et donc comment ça se passe, tu vois? En fait, c'est la surprise de découvrir. C'est quand on lit un livre, souvent, au-delà de ce que ça offre en apprentissage, parce qu'on apprend toujours des choses quand on lit un livre, des fois, il y a des histoires qui, comme je te disais tout à l'heure, des histoires qui m'ont marqué. Et comme tu disais, rire, est-ce qu'on peut lire devant un livre? Et je me suis posé la question, parce que moi qui écris, j'essaye de procurer aussi des émotions à mon futur lecteur. Donc je me dis comment faire, et je me suis rendu compte que le plus facile en fait dans la littérature, c'est pas de faire rire, c'est de faire pleurer. Et c'est ça, de faire pleurer, de parler de la tristesse. C'est très compliqué de quand on écrit, de véritablement faire rire son lecteur ou le faire sourire. On peut le faire sourire par des images évocatrices, mais rarement on va avoir un livre très joyeux. Enfin, moi c'est de mon expérience de lecteur, c'est plutôt ça. Donc il y a des fois il y a des phrases qui me marquent, c'est des phrases qui font écho à ce qu'on vit, et qui nous donne parfois un nouvel élan, parfois un élan de courage, parfois un élan de réconfort. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans la littérature et qui est difficile à appréhender. Et moi, quand j'essaye de conseiller des livres autour de moi, j'essaye d'être le plus tolérant possible, de dire mais si tu n'aimes pas le livre, ferme-le, va prendre un autre. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on est tous différents, on aura tous des sensibilités différentes, et que moi, je peux te dire des livres qui m'ont touché, mais est-ce qu'ils vont te toucher toi? C'est ça la question. Et donc en gros, faut pas avoir peur de tourner la page, de prendre un autre livre, de le fermer. Et je pense que le jour où quelqu'un qui n'a jamais lu peut rentrer dans la lecture, c'est le jour où il va lire un livre qui va faire écho en lui, qui va réveiller peut-être qu'il va s'identifier au personnage, peut-être qu'il va s'identifier dans des situations ou des sentiments. Et là, je pense qu'à ce moment-là, il va ouvrir une porte de lui qui est insoupçonnée, où en fait, il va découvrir un nouveau monde. Le monde de la littérature qui, pour moi, c'est un peu le monde de l'infini, en fait. C'est notre pensée. Il y a les mots, il y a nos pensées qui vont recevoir et qui vont voir les images, en fait. Oui, t'arrives à illustrer après les propos qui sont évoqués dans les livres. C'est ça, faut illustrer les propos, et c'est la différence avec le cinéma. C'est que le cinéma va nous donner une image, qui va donner des émotions de malade, on est d'accord, qui sont d'un esthétisme fou, mais la littérature, on va nous donner des mots sur cette image, et il y aura autant d'images que d'êtres humains. Et c'est ça qui est fou, c'est l'infini de la littérature. Et donc on parlait de tes passions, donc le foot et la lecture. Est-ce que tes passions, toi, des fois, elles te procurent toujours du bonheur? C'est une très bonne question, parce que là, quand on regarde en fait nos passions, les passions, c'est des choses qui vont nous animer. Et par exemple, le foot, pas encore la littérature, j'espère ne jamais y arriver à ce stade-là. Mais le foot, en fait, quand je suis rentré à l'Olympique Lyonnais, donc je suis rentré, j'avais 11 ans. Donc à 11 ans, j'ai quitté ma famille, j'allais à l'internat. Dès 11 ans, en fait, j'ai dû faire face et à l'adversité que procure le centre de formation, de rencontrer beaucoup de joueurs d'un excellent niveau, et d'essayer d'aller chercher finalement ma place, me faire ma place et gagner quelque chose. Et en plus au quotidien, parce que pendant des années, on était à 5 entraînements, puis après sur les dernières années, on est passé à 7. Si on rajoute les entraînements qu'on se fait individuellement en salle, on peut monter à 8, 9, 10. En fait, c'est tellement d'entraînement qu'on se dit, mais en fait, où est la passion? Parce que ça devient une routine plus qu'une passion. Ça devient un enjeu professionnel plus qu'un plaisir personnel. Et à partir de ce moment-là,
ça dénature un peu la passion. Et oui, le bonheur que procure le foot, en l'occurrence, n'est pas le même. Il n'est pas le même à cause de justement cette routine, cette répétition. Mais j'ai quand même le plaisir de me dire que encore aujourd'hui, après toutes ces années, après tous ces entraînements, aussi les difficultés que j'ai connues dans le foot, bah, j'ai toujours un plaisir à toucher cette balle et en fait à être sur le terrain. Quand je suis sur le terrain, c'est toujours un plaisir. Malgré, comme on l'a dit, le bonheur il est inconstant. Donc il y a des moments c'est plus compliqué. Et est-ce que tu vois deux types de bonheur dans des deux passions? C'est-à-dire que tu le perçois pas de la même manière, t'as pas les mêmes ressentis sur les deux? Totalement, parce qu'en fait je pense qu'on peut les opposer dans le sens où d'un côté on a le foot qui est c'est physique. l'intensité, on est avec les gens, c'est physique, on est sur le terrain. Et de l'autre côté finalement la littérature c'est un peu une activité solitaire. Quand je lis, quand j'écris, bah, je suis seul dans ma chambre, sur mon bureau. Donc c'est un bonheur qui va être différent. On va pas chercher la même sensibilité en moi. Je pense que c'est, comme je t'ai dit, c'est plus l'intensité dans le foot, alors que c'est plus la paix dans la littérature, le calme. Je ressens du calme. J'ai quand même un monde qui se crée dans ma tête parce que je vois des images, mais c'est le calme avant tout en fait. Et je pense que c'est peut-être cet équilibre qui fait que tout va bien. Bah aujourd'hui t'es venu avec 2 livres, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc je veux bien que tu nous les présentes pour ceux que, tu peux montrer à la caméra si tu veux le premier. Alors le premier, c'est, je montre là la caméra. C'était Stéphane Zweig, si je prononce bien, le joueur d'échecs. Le joueur d'échecs. Voilà. C'est Pour ça. ceux qui écouteront en audio, voilà. Donc là, on rejoint le professeur qu'on parlait tout à l'heure. Ok. C'est le livre qu'en fait mon professeur m'a prêté, le premier livre que mon Ça c'est professeur le m'a premier prêté. qui t'a initié à la lecture. C'est qui m'a vraiment initié à la lecture. Ok. Il me l'a lu. Donc là, c'est pas l'exemplaire de mon professeur, mais il m'avait prêté son propre exemplaire annoté. Donc je voyais toutes les écritures de mon prof sur le livre. Il m'avait dit lis-le. Et en une soirée, je l'ai dévoré parce qu'en vrai, il est assez court. Franchement, ça se lit assez vite. Donc je l'ai dévoré en une soirée. Et là, je me suis dit waouh. En fait, le livre, il parle d'un joueur d'échecs sur un paquebot qui va battre le champion du monde. Et là, il y a une histoire qui se passe où on va dénoncer les atrocités qu'ont fait le régime nazi, notamment, pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment sur la torture par l'isolement, sur la torture par le néant, en fait, l'absence de relations, l'absence de divertissement. Et donc, c'est très marquant parce que j'ai compris que la littérature pouvait avoir un style, que la littérature pouvait être engagée et que la littérature pouvait donner des images et des histoires qu'on n'aurait pas soupçonnées, en fait. Donc c'est ça qui a été marquant dans cet ouvrage. Et le second ouvrage, c'est lui exceptionnel. Donc, Jack London, Martin Eden. Martin Eden de Jack London. Donc je pense que ce livre, il fait clairement, autour de toutes les personnes qui l'ont lu, il fait l'unanimité. C'est un livre honnêtement fabuleux que j'ai coutume de lire chaque année. Donc Chaque année, c'est un rituel. Donc là, c'est la 5e fois que je le lis. Et donc ce livre, franchement, il est marquant. Et donc en fait, c'est l'histoire d'un jeune marin issu des milieux populaires qui, durant une rixe sur un port, va sauver un bourgeois. Et donc ce bourgeois, il va l'inviter il va l'inviter chez lui pour dîner, pour le remercier. Et là, Martin Eden, il va faire la rencontre d'une jeune femme, la sœur de ce bourgeois. Et à partir de ce moment-là, en fait, le livre, il va décrire une véritable histoire d'amour parce que lui, il va tomber amoureux de cette femme et il va se dire, mais moi, je suis pas éduqué, je suis inférieur à elle parce que je suis des milieux populaires, donc je vais m'élever intellectuellement. Et donc, il se met à apprendre de tout, il se met à écrire, donc il découvre une vocation pour l'écriture. Et là, on suit l'élévation d'un personnage par amour. Il y a aussi ça pose la question aussi du clivage entre les classes sociales. Et je trouve que c'est ça qui est marquant, c'est un livre malgré tout engagé. En fait, c'est un livre à la fois beau, à la fois tragique, et qui fait aussi à la fois l'éloge de la beauté, de l'authenticité, et finalement la force de l'amour aussi. Donc en fait, là, c'est une hypothèse que je fais là. Hein. Mais imaginons, t'aurais ramené 2 autres livres, donc pas du tout la même histoire, etc. Est-ce que du coup, le fait que t'aies compris l'histoire, ça t'a apporté quelque chose? En fait, est-ce que du coup, les livres, en fait, ils te rendent tous heureux, entre guillemets, ou il y en a parfois, tu te dis, ah ouais, lui, il était quand même très intense, je ressors un peu triste, ou alors une autre émotion, où à chaque fois, tu te dis, tu prends le livre et tu dis, non, en fait, je l'ai lu, malgré l'histoire qu'il y avait dedans, j'étais heureux. Je pense qu'il y a toujours il y a l'émerveillement et l'étonnement. Dans le sens que quand je vais là, ces livres-là, par exemple, ils m'ont étonné, ils m'ont émerveillé. Mais oui, il y a des livres forcément qui sont plus durs. Je pense à Si c'est un homme de Primo Levi qui parle de juifs dans les camps de concentration. Et quand on lit ce genre de livre,
pense que c'est plus dans une perspective d'apprendre quelque chose, de lire un livre entre guillemets important, que de se dire allez tiens, ce livre va me rendre heureux. Je lis pas que pour me rendre heureux, mais ça me procure l'action de lire, procure du plaisir. Mais est-ce que le livre en soi il me rend vraiment heureux? Pas toujours. Oui, ok, ça marche. Sur ce point de vue-là, je te rejoins. Là, donc tu lis celui-là, tu l'as lu 5 fois. Je pense que tu commences bien à le connaître. Je le connais bien. Qu'est-ce qui t'apporte quand tu le relis? Enfin, tu vois, tu parlais de cette soif un peu de culture. Donc ce qui rejoint toi ton bonheur, parce que c'est un peu ton enfin c'est pas ton objectif, on va dire l'objectif suprême que tu souhaites, mais ça fait partie de des cases à cocher pour toi, etc. En quoi du coup il te rend heureux à chaque fois de le relire? Parfois je lis vraiment des livres pour découvrir autre chose, pour étendre justement cette culture, me dire faut que je lise plus de livres pour avoir un panel plus élargi. Mais autant Martin Eden de Jack London, c'est vraiment mon plaisir personnel. Je sais que quand je le prends, c'est je redécouvre une histoire qui m'a vraiment fait voyager, parce que à chaque fois que je la lis, je voyage vraiment. C'est pas le cas de tous les livres. Il y a des livres, j'arrive pas à me transposer dans l'histoire. Ce livre, je voyage. Et en fait aussi, il y a forcément, on connaît la fin, donc on cherche des subtilités qui pourraient nous donner des signes sur cette fin-là. Et c'est ça qui est charmant dans ce livre, c'est que du début du livre, il y a une construction qui nous amène à cette fin. Et je pense que ce qui est charmant à chaque fois de relire, c'est de voir les subtilités qu'on n'avait pas vues la lecture d'avant et qui nous amènent à cette même fin. Et puis comme un peu les films qu'on regarde, on s'attend toujours, on espère une fin différente, donc on se dit allez, espérons que. Et malheureusement, un livre ça change pas, donc. Tu sens que la lecture, en fait, elle peut revenir, elle est en train de revenir, tu vois, au goût du jour. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que c'est avec le certain bien-être que les gens ils veulent avoir maintenant, donc c'est-à-dire le sport, manger de manière très saine, et justement cette soif de culture, j'ai l'impression qu'elle revient. Enfin, j'ai l'impression que c'est un critère quand même important maintenant. Je sais pas si tu et du coup peut-être que tu le vois toi maintenant, peut-être d'ailleurs avec ton média, donc le point clé. Peut-être que tu as des messages, je sais pas, enfin non, à toi de me dire. C'est vrai que je trouve sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus ce mouvement de BookTok ou de Bookstagram, donc de mettre en avant les livres. Et ça accompagne un peu cette notion peut-être de développement personnel parfois, même si c'est pas une notion que j'adore forcément. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux que j'ai un peu critiqué tout à l'heure, ils peuvent être aussi un outil pour remettre en avant ça. Et moi, ça a été peut-être mon média, il est né aussi peut-être de cette entre guillemets indignation. C'est que je me suis dit en fait les réseaux sociaux putain mais il y a que des conneries dessus. Je me suis dit je vais essayer moi à moindre mesure, parce que mon but c'est pas de toucher des dizaines de milliers de personnes, mais si je peux en toucher 10, 15, 20, ça me va. Et je pense que c'est parti de cette perspective. Et je pense que des gens s'y intéressent. Moi, ça m'est déjà arrivé que je reçois des messages de personnes qui m'envoient ce qu'ils ont écrit. Ils me disent qu'est-ce que t'en penses? Et moi, j'ai envie de leur dire alors, je suis pas du tout légitime pour dire ce que j'en pense vraiment. Et deux, ça me fait vraiment plaisir de recevoir ça. Ah oui, c'est trop bien. Et c'est ce genre de modeste attention des gens qui me rendent heureux, pour revenir sur le bonheur. Et je me dis que l'action de transmission, ça fait du bien. C'est tellement noble comme action, de se dire, et sans être prétentieux en fait, sans se dire je sais tout, donc moi je vais t'apprendre des choses. Et se dire toi t'as peut-être ça, moi j'ai peut-être ça, viens, toi t'es intéressé sur ça, viens, peut-être on fait un échange, tiens, hop là, comme ça on est gagnant. Et c'est ce partage en fait qui donc lié avec pour les relations, etc. Et ça concrétise tellement au bonheur, je pense, non? C'est ça en fait, c'est cette action de donner sans vouloir forcément un retour. Aussi, oui, que je parlais d'échange, mais pas forcément. C'est ça qui va faire du bien. Et moi, je suis convaincu, et j'ai un petit extrait par rapport à ça. On y viendra après. Je suis convaincu, et c'est ce que je dis dedans, que le dialogue à l'autre, le dialogue à soi aussi, je pense que ça contribue vraiment à ce bonheur-là. En fait, je pense que un bonheur isolé, franchement, je pense que c'est pas existant. On est des êtres sociaux, on a besoin de l'autre pour vivre. Et je pense vraiment, pour le coup, que la parole, une parole passionnée, une parole de transmission, une écoute attentive aussi, sont plein de facteurs qui vont faire que nous, on va avoir un bien en soi qui va se développer et qui va contribuer à ce bonheur en fait qu'on recherche tant, mais qui est dans ces subtilités-là. Ok. C'est un peu, en fait, les livres, comme tu as dit, c'est un peu de base, c'est solitaire. Et en fait, finalement, toi, t'arrives à justement lier ce côté social. On est obligé d'échanger, etc. C'est ça. Donc moi, je pense que c'est à la fois une paix. Le bonheur, c'est à la fois une paix intérieure,
l'idée des questions, mais une paix extérieure aussi, une paix avec les autres. Donc l'idée d'aimer et être aimé, l'idée de transmettre, d'être un être passionné. S'il y avait un mot à retenir, c'était le mot paix en fait. Le bonheur, c'est peut-être ça, c'est peut-être la paix. La paix. Ouais, c'est une bonne définition. Bah oui, si t'es en paix avec toi-même, bah. Mais après, si on va aller plus loin, dans la paix, parfois il y a des moments de tension aussi. Si on garde l'inconstance de ce bonheur-là. Bah oui, il y a forcément l'inconstance. Mais ça veut dire que l'objectif, est-ce qu'à la fin, c'est l'objectif. Là, je décris ça comme toujours l'objectif final, mais est-ce qu'il peut être rempli? Parce que je pense qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de philosophes qui ont essayé d'y répondre avant moi. Et Ils ont pas trouvé la réponse. Donc je pense pas que je l'ai du tout. Je pense qu'on l'aura jamais vraiment. Et on peut essayer, on peut parler des heures et des heures sur ça. Faut l'expérimenter. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté une forme de bonheur total? Je crois pas. Je sais pas s'il faut se dire faut être heureux, tu vois. Je sais pas s'il faut c'est la bonne solution. Parce que la dernière fois on en parlait avec Quentin et la phrase du coup ça rejoint un peu quand même ce que tu dis. Il disait le bonheur c'est quand tu te poses pas la question d'être heureux. Je pense qu'il a bien résumé la chose. Et je pense, si on prend le côté inverse, je pense qu'on se rend compte de nos moments de bonheur souvent dans les moments les plus compliqués. Dans le sens que quand on va expérimenter une douleur ou une souffrance, je mets la souffrance quand même dans un seuil d'intensité plus important que la douleur. Quand on va être dans la souffrance, et ben des fois on va se dire putain mais j'étais bien à ce moment-là. Le confort, on va se dire que j'étais bien. En fait, on se rend compte que le bonheur il tient à pas grand-chose et qu'on attend quelque chose d'exceptionnel, mais finalement est-ce que c'était pas le simple fait d'être, le simple fait de finalement pas se poser 1000 questions, d'être pas trop mal. Et je pense que c'est dans ces moments de difficulté qu'on se rend compte de la chance qu'on a à un moment d'expérimenter le bonheur. Bah, je suis d'accord, mais le truc c'est que là je te pose la question, est-ce que c'est la bonne manière ou pas de se poser des questions ou pas pour être heureux? Mais il y a des événements dans ta vie qui vont faire qu'à un moment donné tu vas te poser une question d'orientation professionnelle, t'es perdu, tu dis punaise. Et là ça te tracasse. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est frappé par la maladie dans ta famille. Là ça peut être une question qui fracasse. Et je pense que ces questions-là, c'est des circonstances extérieures qui viennent nous toucher et qui sont pas forcément voulues. Et quand je dis des questions qu'on choisit de se poser, c'est inconscient parce qu'on choisit jamais vraiment de se poser une question. Tu vois, c'est comme la question quand tu dis tout dépend d'eux. Tu vois, ça dépend d'eux. Tu vois, en fait, il y a plein de si, mais avec ce si, bah, comme on dit, avec le si, on refait le monde. Et finalement, ça pose la question justement qu'on revient toujours, est-ce que ce bonheur est atteignable? Est-ce que le bonheur qu'on idéalise est atteignable ou faudrait-il pas tout simplement donner une définition peut-être plus restrictive, plus simple de ce bonheur qu'on attend tous en fait? Et la petite question quand même qu'on peut se poser, et je pense qu'elle est quand même très pertinente, c'est maintenant, est-ce que le bonheur il est pas faussé par rapport, toi tu peux peut-être le voir avec tes réseaux, tu disais que des fois justement t'as mis en place ce compte de livres pour transmettre. Est-ce que du coup tu penses que le bonheur il peut être faussé par rapport à ça? Je te parle par exemple des stories Instagram ou des TikTok maintenant où justement tu vois soit des super voitures, des super beaux paysages, etc. Et du coup est-ce que ça rentre dans la définition du bonheur? Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Si je vois, mais en fait si on se dit est-ce que les réseaux sociaux peuvent influencer le bonheur, on peut se poser aussi la question inverse. Est-ce que finalement les réseaux sociaux ne peuvent pas cultiver un mal-être? Et je pense que c'est ça. Et en fait, faut se dire une chose. Mais je pense qu'on commence à se le dire, mais on continue quand même de regarder. Mais qu'en fait, les réseaux sociaux, que ce soit du bonheur, ou de la tristesse, ou je sais pas, de la surprise, c'est choisi. Dans le sens que ce qui est publié, on choisit de le publier. C'est-à-dire que si quelqu'un un influenceur, je sais pas, qui va se montrer dans un état de tristesse, il choisit de mettre cet état de tristesse en avant. Et à l'inverse, quand on nous montre de belles voitures, quand on nous montre de beaux voyages, on choisit de mettre ça en avant. Mais donc, ça veut dire que les réseaux sociaux, il y a un filtre, en fait. Et donc, c'est pas vraiment, donc, c'est très simple de dire que c'est pas la réalité. Mais du coup, il y a ce filtre. Mais malgré tout, on se dit, finalement, quand on voit ça, on se dit peut-être qu'on est moins, peut-être qu'on n'est pas assez, peut-être qu'il nous faudrait plus, peut-être que, lui, il a une belle voiture, moi, je l'ai pas. Il y a peut-être une course à la performance avec les réseaux sociaux, une forme du bonheur qui est mise en avant et qui est en fait totalement, qui passe par ce filtrage qui est le choix de ce qu'on montre. Et en fait, on dénature un sentiment qui finalement doit être le plus naturel parce que souvent, je pense que le bonheur, c'est quelque chose qui vient, ou des moments de bonheur, plus ou moins, ils viennent plutôt naturellement. Et les réseaux sociaux, eux, ils vont apporter une forme de rupture avec ce filtrage
Et c'est pour ça que je trouve que peut-être qu'il y a un décalage avec ça. Ouais, mais est-ce que c'est quand même du bonheur ou c'est pas du bonheur? Parce que même, voilà, tu sélectionnes entre guillemets, et voilà, mais est-ce que tu sélectionnes, on va dire, ton filtre bonheur, tu prends celui-là, mais est-ce que ça en est quand même ou pas? Faut demander aux gens qui postent, est-ce qu'ils sont vraiment heureux quand ils le font? Mais c'est sûr qu'à regarder, je pense que ça peut procurer, de toute façon, tous les psychologues et tout, ils en parlent, c'est cette dopamine sur l'instant. Quand on parle de shot de dopamine et quand on scrolle, ça va procurer une forme de bien-être instanté. Mais de l'autre côté, on va avoir aussi les acteurs des réseaux sociaux qui, eux, vont poster, mais de manière tout simplement à mettre du contenu, parfois pour mettre du contenu, du contenu pour se mettre en avant des belles choses qu'ils ont. Et je pense pas qu'on voit toute la réalité. Et donc, finalement, est-ce que les réseaux sociaux, ils font que renforcer cette course à la performance et peut-être cette course au bonheur qu'on idéalise tous? Je suis assez d'accord avec de toute manière tout ce que tu as dit, mais est-ce qu'on pourrait pas le prendre dans l'effet inverse et se dire finalement, du coup, par exemple, moi je vois une Ferrari, tu vois, je vois une Ferrari sur TikTok, etc., donc magnifique, etc. Est-ce que justement ça va pas me faire dire, bon là c'est de l'aspect matériel, hein, mais me dire, ah punaise, je la trouve super belle et peut-être qu'en fait finalement je vais me fixer cet objectif plus tard et du coup, ça va, du moins ça va m'apporter de la motivation qui peut contribuer à ma passion, à du travail, me stimuler, du coup du bonheur. Si on le voit comme ça peut être une très bonne chose parce que je pense que les réseaux sociaux, là je l'ai beaucoup critiqué, mais il y a aussi la très bonne vertu de dire que on va avoir quand même des gens qui vont tendre à faire du contenu de plus en plus réfléchi, de plus en plus constructif. Et comme tu dis, peut-être, là c'est sur l'aspect matériel, mais apporter une manière de penser qui finalement va nous réveiller. Mais en fait, tout ce que tu as dit après, il y a quand même beaucoup à faire. Ça peut être un déclencheur, mais il faut pas que ça reste, comme je t'ai dit, une petite joie instantanée, un petit bonheur instantané qui fait que finalement, on ressent, mais on n'avance pas et on répète le schéma quotidiennement. Et là, on met à mal notre propre bonheur, en fait. Ouais, ça devient un cercle assez malsain. Non, mais c'est. Mais je suis d'accord sur le fait que ça peut être quand même un déclencheur aussi. Est-ce qu'il n'y a pas cette pression à être heureux finalement, parce que du coup tu te dis en fait tout le monde fait ça, donc moi en fait je vais suivre un peu le mouvement, donc ça veut dire que faut que je fasse par exemple des stories qualitatives, etc. Tu vois, faut que je montre en fait des choses et que les gens sachent que j'ai un lifestyle génial. Mais ça me fait penser un peu quand je dis des fois que dans les livres il y a une phrase qui me marque, là c'est dans l'ouvrage Confiteor de Juan Cabré, donc c'est un écrivain espagnol, et qui dit comme si le bonheur était une matière obligatoire. Donc là, il dit, en fait, en gros, c'est un peu l'injonction au bonheur, c'est est-ce qu'il faudrait forcément que je sois heureux? Et là, il pose cette question dans le livre. Il donne pas de réponse puisque c'est dans le récit que ça découle, mais du coup, ça pose cette question de dire les réseaux sociaux, la société, est-ce que ça contribue pas à cette pression justement du bonheur, et cette pression du bonheur qui va faire que par exemple quand on peut être dans des situations plus compliquées, on va peut-être refouler nos émotions parce qu'on va dire non, je dois être heureux, mais ce devoir d'être heureux, j'aime bien le dire, il le dénature. Et en fait il y a ce côté de dire il y a peut-être cette injonction, une injonction qui met à mal le réel bonheur, et une injonction qui naît pour de mauvaises raisons en réalité. Donc l'histoire, c'est de se dire que cette pression qui est créée par l'injonction d'être heureux, c'est d'abord une pression peut-être sociale et qui devient peut-être une pression personnelle. Parce que des fois, on perçoit même plus la frontière, et des fois, c'est nous-mêmes. On va se mettre une pression de dire non, là ça va pas, mais réveille-toi. Non, il faut accepter les choses. On est humain, on a des émotions qui peuvent nous submerger à un moment, des émotions qu'il faut accepter. Il faut accepter autant les moments de tristesse comme les moments de bonheur. Et c'est ça, je pense, qui peut faciliter une piste de lecture, mais cette pression, malheureusement, elle dénature ce caractère qui va de soi, quoi. Ouais, elle fait, comme tu dis, elle fait que s'amplifier. Ouais, c'est une course, comme tu as dit, tu parlais de performance tout à l'heure, ouais, c'est un peu ça. Et puis je pense, après, je sais pas comment ça se passe toi quand par exemple tu pars en vacances ou tu t'as fait un week-end ou même t'as passé une semaine au travail ou à l'école, finalement de se dire quand tu vas revoir des amis de longue date, c'est quoi, la question que les questions que vous allez vous poser, ce que vous allez avoir raconté, c'est quoi en soi? C'est que sur du bonheur, non? C'est que sur du bonheur. C'est beaucoup sur du bonheur. Et je reviens un peu aussi à la question d'avant quand tu disais ce qu'on va mettre sur les réseaux sociaux.
honnêtement, sur les réseaux sociaux, on met plutôt des aspects positifs de ce qu'on va vivre. Donc, par exemple, on part en voyage, des beaux paysages, on vit à un événement qui peut être important, on aime bien mettre en avant. Et ça, c'est une réalité et je suis le premier à le faire. Et pour revenir, oui, quand on voit les amis, finalement, on va partager ces moments qui nous font du bien. Et finalement, je pense que, donc là, je fais une petite ode à l'amitié, mais finalement, c'est vraiment dans l'amitié qu'il y a un amour inconditionnel, on donne sans attendre de retour et on n'est pas dans l'attente de quelque chose, on est soi, on joue pas forcément un rôle. Et je pense que c'est aussi ça le bonheur, c'est l'authenticité, c'est être soi. Et je pense que dans les amitiés, c'est peut-être dans les relations humaines où on est le plus soi. Parce qu'avec la famille, on est quand même l'enfant. Il y a le père, il y a la mère. Ouais, il y a des statuts, chacun a son statut, entre guillemets. Chacun a son statut, il y a peut-être une forme de hiérarchie, il y a une forme de pression. On veut réussir, entre guillemets, pour les parents, parce qu'ils nous ont donné, parce qu'on veut donner en retour. Alors que en amour, est-ce qu'on se conforme pas à la personne qu'on a en face? Est-ce que des fois, on dénature pas ce qu'on est? Est-ce qu'on perd pas son essence? C'est toutes les questions. Ces trois groupes, on va dire, donc l'amitié, la famille et l'amour donc d'une personne, c'est sûr que ça contribue forcément et ça rejoint effectivement cet aspect relationnel, comme on parle depuis tout à l'heure. Mais du coup, est-ce que toi, les relations, alors, on va dire, donc, qui excluent ces trois catégories, par exemple, que ce soit tu vas dans un événement de lecture, tu sais que c'est pas de la vraie amitié, mais est-ce qu'ils peuvent t'en apporter aussi ou pas, malgré ils remplissent pas ces statuts-là? Et j'ai l'impression parfois que c'est peut-être justement dans cette catégorie, je dirais, de personnes que je vais pas forcément connaître, que je vais discuter, que finalement je pense qu'on peut avoir un bonheur instantané le plus important. Parce qu'en fait, ces gens-là, t'attends rien d'eux, c'est un inconnu, c'est une surprise, et tu discutes avec eux et parfois ils te révèlent un monde. Et donc c'est à ce moment-là où tu dis, en fait, l'autre, il a tellement à nous apporter, et c'est très dur, c'est très dur de s'ouvrir à l'autre, de parler à l'inconnu, mais qui sort du cadre des relations traditionnelles et qui pourtant nous apporte tout autant. Et souvent, c'est un simple passage. Un inconnu, on va lui parler une soirée et hop, ça repart aussi vite que venu. Mais je trouve que c'est quand même, il y a un émerveillement dans cette rencontre. C'est ça qui te stimule vraiment? T'as besoin peut-être de gentillesse, de tendresse, de compliments, de remise en question, je sais pas. Je pense que c'est un peu un mélange de tout. C'est à la fois un peu de légèreté, ça fait du bien de la légèreté, donc de rire, de se laisser aller, mais à la fois aussi discuter parfois de sujets qui nous parlent. Et là, l'exemple le plus récent, c'est que je suis parti à Paris il y a une dizaine de jours pour une soirée de lancement d'un livre de mon ancienne professeure qui était historienne, enfin qui est toujours historienne. Et donc je vais à la soirée de lancement, il y a que des personnes beaucoup plus âgées que moi, je suis seul dans la soirée, et puis il y a un monsieur à côté de moi qui me dit « Ah mais vous aussi vous êtes seul ?» Et puis on se met à discuter. Et donc c'est pas moi qui a fait le premier pas, c'est lui qui a fait le premier pas. Mais ce premier pas a fait qu'on a pu déjà beaucoup discuter sur plein de choses qu'on aime, donc que ce soit la littérature. Lui, il m'a parlé beaucoup d'art parce que c'était plutôt son truc. Donc on a beaucoup parlé de ça. Et puis en fait, cette discussion avec cet inconnu m'a ouvert la porte de dire « Ok, toi aussi, tu peux aller parler aux inconnus. » Et en fait, à la fois, ça offre une satisfaction personnelle énorme de se dire qu'on est capable d'aller voir l'autre et de tenir une belle discussion avec l'autre, parce que souvent, l'autre effraie. Et à la fois, on se dit, en fait, on a des retours d'expérience, on a des histoires de personnes qu'on ne pouvait pas soupçonner. 3 heures avant la soirée, j'aurais jamais pensé que j'aurais discuté avec ces personnes-là et que j'avais maintenant j'ai leur contact. Ils m'ont dit dès que tu viens à Paris, on se voit. On se voit. Et donc c'est des surprises comme ça qui font du bien. Et c'est pour ça, je pense, ce qui caractérise la rencontre et le bonheur que procure de discuter avec un inconnu, c'est le caractère inattendu de cette rencontre en fait. La spontanéité, le naturel. Mais en fait, je pense ta démarche en fait d'aller vers quelqu'un, tu l'as déjà prise au moment en fait t'as pris ton billet pour aller à cette soirée indirectement en fait. Clairement. Parce que sinon tu t'attendais à quoi là-bas? Et j'y suis allé finalement avec forcément la perspective d'écouter donc ce que ma professeure avait à dire sur son livre, avoir les retours de témoignages, mais bien évidemment qu'il y avait cette perspective de rencontre, de parler à des gens qui c'était parlant. Donc c'est quand on fait la démarche, on fait la démarche d'aller au bar, on fait la démarche de sortir, la démarche d'aller à une rencontre littéraire, indirectement, on s'attend à quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et c'est surtout ça qui est beau, parce qu'on peut s'attendre à faire des rencontres, mais on ne sait pas quelles rencontres vont nous marquer. On peut s'attendre à avoir des discussions, mais quelle discussion va vraiment nous bouleverser? Ça, on ne le sait pas. Alors que peut-être il y a ce caractère plus attendu quand on est dans ce cadre familial, amical et amoureux, encore que la surprise, elle frappe toujours. Est-ce que tu penses que du coup, la timidité, c'est un frein au bonheur? Je pense que quand même, on peut être heureux en étant timide, mais
Toi, tu te considères timide ou pas? Je me considère pas introverti, ça dépend du cadre dans lequel je suis, mais si je commence à m'ouvrir, c'est bon. T'as besoin de te sentir en confiance Ouais, et puis après, ça va bien. Mais si je suis pas trop en confiance, oui, on peut me voir comme introverti, pas forcément celui qui va faire le plus de bruit ou quoi. Mais je pense que la timidité, elle peut être justement un frein à cet inattendu, à cette surprise. Mais ça n'enlève pas le reste, en fait, parce que du coup, on l'a parlé, il y a d'autres composantes à ce bonheur-là. Et oui, c'est sûr qu'une personne timide aura plus de difficultés durant une soirée comme ça à aller voir, à aller parler, à discuter, à rigoler, à même parler de soi. Donc la personne timide, elle va peut-être cultiver une autre forme de bonheur que du coup je sais pas vraiment parce que je vais pas forcément percevoir. Peut-être une forme de bonheur qui est différente. Peut-être pour une personne plus introvertie, être plus dans l'observation, plus dans la contemplation, moins dans l'action. Peut-être aussi, parce que je pense qu'il y a cette forme de bonheur aussi qui peut se développer, contempler, se rendre compte de la beauté des choses, c'est aussi une manière de s'émerveiller. Donc s'il y en a qui s'émerveillent par l'action de rencontrer, peut-être d'autres c'est par l'action de contempler. Non, c'est vrai, ce système d'action et d'observation, tu contemples juste et ouais, ça peut être du bonheur, ça, en fait. Clairement, ça peut être du bonheur parce que se rendre compte de la beauté des choses, et Martin Eden, le livre, en parle vraiment, de se rendre compte de la beauté des choses, je trouve que c'est une manière aussi de se sentir vivant. Et tu disais des petites habitudes qui font que peut-être qui me rendent heureux. Et bah parfois quand je sors, et bah j'aime bien, je le fais pas tout le temps, mais j'aime bien des fois juste me dire lève la tête et de reprendre conscience que bah on est un être vivant dans un monde et qu'il y a des choses qui se passent autour de nous. Parce que je pense que en fait on se rend pas compte. Parce qu'on est souvent, on est focalisé sur nous, sur notre objectif. Mais entre-temps, il y a un chemin à passer. Il y a des choses à voir, il y a des gens à regarder, il y a des paysages et c'est ça, justement. Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, c'est pas un éclat de bonheur, ça serait mentir. Oui. Mais que ça me fasse un petit truc de dire, OK, c'est parlant, je suis vivant. C'est ça. Est-ce que toi, c'était déjà arrivé, par exemple, tu dis, bon, ce week-end, je vais partir, je sais pas, à la campagne ou n'importe où, en montagne, en vacances, pour me ressourcer. Et finalement, en fait, tu te dis, dans ta tête, je vais me ressourcer là-bas. Donc, en fait, t'es là-bas et tu te ressources pas. Je sais pas si ça te le fait. Ça m'est déjà arrivé de voir... je suis trop stressé, donc là, je vais passer un bon petit moment là-bas, je vais être apaisé, je vais être en paix. Et finalement, en fait, bah, tu l'attends tellement ce moment qu'en fait, il arrive pas. Peut-être parce qu'on justement on fonde trop d'attentes sur ce moment-là et peut-être que on attend ça comme l'élément qui va nous faire du bien et peut-être que en mettant des attentes trop grandes, peut-être qu'il nous fait du bien mais pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et c'est ça en fait, c'est de se dire, je pense que aussi ce qu'on va vivre, nos perceptions, ce qui va nous faire du bien, ça va aussi dépendre des attentes qu'on y met. Quand les attentes sont très hautes, on est éternellement insatisfait. Et je pense que le bonheur c'est aussi un état de satisfaction. Donc là en l'occurrence de partir et de peut-être se dire je pars pour partir et peut-être que ça me fera du bien, peut-être que non, mais là on est encore dans des questions, est-ce qu'on les a choisis quand on se les pose? je sais pas, mais du coup c'est de se poser c'est des moments qui sont censés nous ressourcer et qui parfois en fait on se dit ils ont rien fait que être une continuité de notre quotidien et puis il faut repartir. Et puis c'est comme ça, et il faut essayer. Et on peut rien y faire. On peut rien y faire, malheureusement. Ouais, c'est vraiment la mentalité que t'as dès que tu as vu ce moment. En fait, il faut pas avoir trop d'attentes, faut rien avoir, faut se laisser porter, quoi. Et je pense que ce qui est très important aussi dans cette notion de bonheur, c'est de distinguer les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a des facteurs extérieurs, oui, qui tu peux rien y faire. Les facteurs qui sont hors de notre zone d'action, on pourra jamais influer dessus et pour autant ils peuvent nous impacter. Et donc nous, on doit essayer de prendre un recul, de se dire ok, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Et ça, par contre, faut bien le faire. Et par contre, sur ce que je peux pas contrôler, j'essaie d'appréhender au mieux et de l'accueillir de la manière la plus appréciable pour pas s'en rendre malade. Et toi, je crois d'ailleurs, t'as une autre manière de te ressourcer. Mais toi, c'est d'écrire aussi, il me semble. Parce que t'as déjà écrit plusieurs nouvelles, comme tu m'as dit. Et là, t'es en train d'écrire ton propre livre, donc ça fait combien de temps que t'es dessus déjà? Ça va faire bientôt 2 ans au mois de juillet, donc ça commence à faire. Donc oui, j'écris beaucoup de nouvelles. J'en ai publié une dans une petite maison d'édition indépendante, dans une revue littéraire. Mais j'en ai écrit beaucoup d'autres que personne n'a lu encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment davantage une aventure aussi solitaire, un plaisir personnel. Après, bien sûr que j'ai envie
ma parole, que mes mots soient lus par d'autres, que je puisse faire ressentir aux gens. Et donc, ce projet sur lequel je travaille depuis 2 ans, c'est un témoignage sportif de mes années à l'Olympique Lyonnais, qui croise en fait football et littérature, comment l'un et l'autre ont été à la fois source de tiraillement, mais aussi source de complémentarité pour me combler en réalité. Donc, à l'origine, c'était pas une volonté. La volonté première, elle n'était pas vraiment de moi, c'était mon coach, Jérémy Bréchet, donc qui est actuellement coach dans l'équipe de professionnels de Lille, qui m'a vivement encouragé en fait à écrire ce livre. Et après, je me suis lancé et j'ai eu la chance d'avoir des personnes formidables qui m'ont accompagné dans ce processus. Je pense à Valérie Porteret, qui est donc ma professeure historienne, qui m'a fait les premiers retours sur ce livre. Je pense à mon agent Frédéric Guéra, qui m'a donné un retour aussi positif, et aussi à la mère d'une amie, donc Nathalie Jamet, qui m'a aidé à corriger entièrement ce livre, tout ce qui est les fautes grammaticales, les fautes d'orthographe. Et donc c'est aussi grâce à ces personnes que j'arrive à un moment où peut-être on voit enfin une perspective de publication de ce livre. Et donc c'est un accomplissement personnel fort et qui fait aussi office de bilan pour moi de toutes ces années passées à l'Olympique Lyonnais et de ces années dans le foot à ce haut niveau, quoi. Franchement, je trouve que c'est un sujet super original parce que, non pas que je sois un très grand lecteur, mais j'ai jamais entendu, du moins, des thèmes comme ça abordés, du moins des passions qui sont éloignées, comme on disait, des opposés. Donc je trouve ça super intéressant déjà, même le fait déjà de se lancer, parce qu'en plus l'écriture d'un livre, mais je pense on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Donc franchement c'est assez impressionnant. Et en plus ce que je voulais rajouter, le fameux débat que je vais te poser, bon tu vas me dire c'est complémentaire, mais tu préfères la lecture ou l'écriture? Je trouve énormément de plaisir dans les deux, mais je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, s'il fallait choisir quelque chose, je pense que la lecture quand même serait peut-être supérieure, parce que la lecture en fait c'est comme l'écriture, c'est un champ d'infini, mais je pense que la lecture elle procure énormément de plaisir et que sans en tout cas la lecture, l'idée d'écrire me serait jamais venue. C'est souvent le conseil que donnent les grands écrivains, ils disent pour bien écrire, il faut lire, écrire, lire. Lire, écrire, lire, parce qu'en fait c'est justement et dans la lecture qu'on va se nourrir pour nous aussi développer le style, pas forcément calqué, mais davantage dans une perspective d'inspiration. D'ailleurs, je crois que t'as amené un extrait. Si tu peux peut-être nous en lire un petit peu pour qu'on sache un peu, en avant-première. Donc voilà, j'ai pris un petit extrait de mon livre et donc qui rejoint la thématique aujourd'hui sur le bonheur. Durant un repas avec ma famille, je me suis tout à coup éteint. Je m'en étais allé mentalement en pensant à notre rapport au bonheur. Je me suis rappelé que ce bien que l'on désire ne cesse de nous échapper. On cherche en l'autre ce qui vient de soi. J'ai imagé et rendu vie, avec une approximative précision, à mes pensées dans les notes de mon iPhone. Aussi effrayant que désirable, le bonheur s'apparente à un trésor caché que l'on cherche inlassablement. La direction nous manque. Il nous faut parfois considérer cette chose avec des définitions qui divergent. Toutefois, est-il possible de toucher ce bonheur qu'on idéalise tant? Concrètement, la définition que l'on donne à ce bonheur est-elle juste? Affirmer que le bonheur se trouve et s'acquiert aisément est un mensonge. Prouver son existence est une tâche bien rude. Or, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la passion. Le bonheur s'acquiert par la parole, non pas un monologue vide de forme et de sens, non. Une parole naissante, grandissant dans le partage, le dialogue. Le bonheur reposerait donc sur un socle, des fondations solides fondées par les valeurs et passions. Le partage de ces valeurs, par le dialogue, contribue à un processus de construction. Ce n'en est toutefois pas la conclusion. Le bonheur n'est pas une forme de plaisir constant. Dans l'inconstance de son existence, les passions et valeurs prennent forme. C'est par l'intensité de ces dernières que le sens de la vie se profile. Le sens naît de notre essence, ce qui nous compose. Ce qui nous compose ici étant les valeurs et les passions. Hegel disait « Le bonheur se construit par des âmes de feu. Il faut que ce fruit de passion brûle, explose. Il est essentiel de raviver la flamme constamment. Il faut maintenir sa destinée avec ces passions qui nous composent. Il faut partager sans cesse. Une passion partagée décuple son intensité. Il faut parler, enseigner, rigoler. Il faut aimer, pleurer, souffrir. Le bonheur, ce n'est pas une forme de béatitude totale. Le bonheur, c'est se laisser fasciner par les flammes de la vie. Je me suis mis à cultiver modestement ces flammes, dialoguer, conseiller et vivre. Les personnes marquantes sont celles qui manquent. On se souvient des images, mais surtout des mots. Waouh. On dirait limite que c'est poétique en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un extrait d'un poème, alors que ça a pour but quand même de décrire, non, plutôt, non? C'est ça, mais ce que j'ai recherché vraiment dans mon ouvrage, c'était la triple fonction, c'était de raconter. C'était la fonction de raconter, mais aussi de raconter avec esthétique.
de raconter, de faire ressentir. Et donc pour moi, c'est pour ça que la littérature, elle occupe une place importante, c'est que même dans mon processus d'écriture, même si on est sur un témoignage et qu'on vise à raconter quelque chose, et ben j'essaie quand même d'y ajouter du style, parfois de la sonorité, parfois des paroles qui font sens et en fait qui sont où il y a une certaine fluidité, un certain rythme. Et donc la particularité, c'est que mon livre, donc en format Word, il fait 175 pages et que j'ai lu les 175 pages à voix haute pour justement sentir cette sonorité, pour déplacer des virgules quand il fallait déplacer des virgules, pour changer des mots lorsque ces mots, voilà. Et ça, il y a que quand on entend, donc quand on le lit à voix haute, qu'on est capable de faire ce genre de modification. Donc, ouais, c'est ça. Je cherche le je pense style. que c'est ce que tu voulais retranscrire, tu vois, cette ça. version de Donc c'est très poétique. Donc ouais, c'est ce qui était. Si tu ressens ça, c'est très bien. C'était l'effet recherché. Après, tu t'as beaucoup cité avant, dans le podcast, et même là, on peut le voir dans cet extrait. Est-ce que tu penses vraiment que les auteurs, les philosophes, ou même toutes les autres personnes, on va dire, avant nous, qui sont permis de justement de s'exprimer sur des faits, est-ce que toi, tu l'accueilles comment? C'est-à-dire, est-ce que tu dis ils ont raison, ou du coup, en l'occurrence, tu les cites, ou t'as toujours cette méfiance par rapport à ça? Nous, par exemple, là, on peut revenir sur le bonheur. Est-ce que tu penses que sa citation, elle est véridique ou pas? Alors je pense que, donc là pareil, c'est un professeur qui m'a appris, il m'a dit il faut toujours apprendre à penser contre soi. Donc quand on a une certitude, il faut essayer de la déconstruire et penser la manière inverse, même si c'est compliqué. Et donc moi j'ai envie de dire que ces citations me parlent. Ces citations, quand je les cite comme ça, c'est qu'elles me conviennent. Mais est-ce qu'ils détiennent la vérité exacte? Je crois pas, parce qu'en fait c'est des humains comme nous. Ils ont beau être des intellectuels reconnus, que leur œuvre ait traversé le temps, ça veut pas dire qu'ils détiennent la vérité exacte. Donc moi, je construis à partir de ce que je lis, de ces citations qui me marquent, de ce que j'entends. J'essaye de construire aussi moi ma propre pensée en tant qu'humain. Et à partir de là, donc de forcément faire des choix, des concessions, d'adopter des modes de pensée. Parce que je pense que malgré tout, dire que tout nous convient, c'est une mauvaise manière de perdre quelque peu son humanité. Et l'humanité, c'est aussi ça. C'est d'être capable de s'engager, c'est d'être capable d'adopter des modes de pensée. Et en adoptant ces modes de pensée, de créer une continuité comme j'essaye de le faire dans mon ouvrage. Enfin, franchement, encore bravo, parce que je te jure que c'est quand même vachement bluffant d'entendre ça, et surtout même si l'âge ça ne veut rien dire, etc. On est quand même jeune, et de ce que tu as accompli, du moins l'âge, donc ça réfère aussi de la satisfaction, et du coup j'espère du bonheur. Mais en tout cas c'est quand même c'est très, très 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 fort, ouais. C'est assez bluffant, franchement. Félicitations à toi. Merci. Tu vois, on se dit, on échange depuis tout à l'heure, on se dit, il faudra peut-être faire ceci, cela, etc. On est conscient de toutes ces choses-là, mais on le fait quand même. C'est facile de dire des choses, mais il y a toujours cette difficulté à appliquer, parce que justement, c'est une réalité dont on est conscient, mais entre penser et agir, il y a un monde. Entre dire et agir, il y a un monde encore plus grand. Et du coup, c'est souvent quelque chose qui se fait sur la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a évoqué des façons de faire que je pense que tu n'appliques pas, que je n'applique pas non plus. Et qu'on se dit, mais pourtant c'est bon, alors pourquoi? Et du coup, c'est une perspective, c'est une destination. En fait, ça va prendre du temps, ça va être un chemin qui sera haché. Il y a des moments où on sera vraiment dans la bonne direction, on appliquera des choses qui vont nous faire du bien. Et puis des moments, pour un événement X ou Y, ou simplement parce qu'on n'en a plus à volonté, il y a quelque chose qui va intervenir, quelque chose qui va briser ça. Et je pense qu'en fait, la vie, c'est un perpétuel recommencement. C'est des remises en question perpétuelles. C'est des définitions du bonheur qui vont évoluer. Aujourd'hui, je t'en donne une. On parle de ça, mais finalement, plus tard. Mais dans des années, ça sera pas la même, c'est sûr. Et du coup, la question, c'est de se dire, ok, mais est-ce qu'on veut ce bonheur fixe, ou est-ce qu'on veut pas plutôt apprécier cette quête du bonheur? Est-ce que finalement, c'est pas aussi ça le but de la vie, rechercher le bonheur? Et donc, c'est la question, c'est le point de départ de la philosophie, c'est la recherche du bonheur, en fait. Ouais. Et la recherche de sagesse. C'est très, très fort ce que tu nous dis, en tout cas. C'est même peut-être, je rajouterais juste le fait tu disais de s'élever de la quête du bonheur, peut-être essayer d'essayer d'aller le frôler, le toucher un peu, cette situation, mais on sait qu'on peut juste un peu l'effleurer, et en fait, finalement, là, après, on retombe, et hop là, faut y retourner, et c'est un petit moment de plaisir. Il faut y retourner. Encore et encore, et je pense qu'il n'y a pas de sens préétabli à la vie, et je pense qu'il y aura autant de chemins vers le bonheur que d'êtres humains sur Terre, et c'est ça qui rend la chose belle, la chose. En fait, c'est complexe, mais c'est beau, et je pense que il faut accueillir cette
cette complexité. En fait, c'est la prise de conscience. Après, c'est comme pour tout, hein, il faut prendre conscience de plein de choses et c'est de la remise en question. Mais ouais, la prise de conscience de se dire, donc oui, en fait, savoir le définir, c'est pour ça que c'est important aussi au début de le définir et puis après, tu vois, au fur et à mesure, la définition change. Mais savoir le définir, du moins pour toi, même si c'est pas une vérité en soi, je trouve que ça fait du bien au moins de savoir pourquoi tu le fais. Ça donne une piste de lecture un peu. Donc c'est une orientation qu'on se donne. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Finalement, peu importe, parce que finalement, on finira tout simplement par s'en aller. Donc autant faire notre vie de la manière la plus juste qu'on pense. Ouais. Et on tombera, on échouera, on se trompera, certainement, même sûrement. Mais c'est aussi ce qui fait la quête belle et unique. Et pour terminer, si tu veux bien, je pense que en plus t'en as plein à me donner. Si t'as une citation, tu vois, sur laquelle le bonheur il t'inspire, là, comme ça, ou même un mot. Moi, il y a une citation qui m'a marqué, qui m'a jamais quitté depuis. Est-ce que c'est vraiment sur le bonheur? Je pense qu'indirectement, oui. Mais c'est une citation de notre bon vieux Stefan Zweig qui dit « Toute vie qui ne se voue pas un but déterminé est une erreur ». Peut-être que le but de la vie, c'est de chercher le bonheur. Peut-être que ça peut être autre chose. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était super intéressant, franchement. Et puis, comme je le redis une dernière fois, mais tes livres, etc., j'espère que tu vas continuer. N'hésitez pas d'ailleurs à aller suivre Baptiste ou Le Point Clé. Et vous pouvez aussi nous retrouver également sur Apple Podcasts, Spotify en version audio et sur YouTube pour la version visuelle. Voilà, merci beaucoup.